à tous les amis. J'avais pas vraiment prévu de faire une vidéo ce matin, mais là j'ai attaqué le thé, puis bah forcément je fais toujours un petit tour sur les marchés en même temps hein, quand même, voir ce qui se passe. Puis c'est vrai que la clôture d'hier était intéressante à analyser. Donc voilà, bah voilà, j'avais pas vraiment prévu de faire une vidéo, mais il se passe deux trois trucs super intéressants à vous montrer, je trouve. Donc, eh bien, je vais tout simplement prendre le temps de le faire. Pendant que je prends un petit peu de thé, je vous laisse vous abonner si c'est pas fait, liker, et maintenant on peut y aller. Alors, qu'est-ce qui est si intéressant? Eh bien, c'est cette bougie là sur. Hop, je crois que j'ai éloigné le micro, je vais le remettre, vous devriez être mieux comme ça. Cette bougie là sur le Bitcoin, elle est vraiment très intéressante. Parce que là, on a vraiment une belle bougie déjà, hein, on est proche du Marabozu, hein. Il est pas tout à fait, c'est pas tout à fait fini en Marabozu, mais il y est presque. Si ça vous parle pas, ça fait partie des figures qu'on étudiera dans la formation. C'est vraiment une très grosse bougie haussière. Et ce qui est impressionnant ici, je vais vous zoomer ça, c'est vraiment l'explosion de volume, hein. C'est-à-dire que là, on est sur le prix du Bitcoin, donc avec les volumes sur la plateforme Binance, hein, parce que je précise hein, que quand vous regardez les graphes et donc notamment les volumes, c'est rattaché en fait à des plateformes, hein. C'est-à-dire que là, si on vient là, je vais vous le mettre en grand, ce sera mieux. Si on vient ici, en fait, vous avez, donc quand vous faites votre recherche BTC USDT, vous avez bien Binance, Bybit, KuCoin, Coinbase, FTX, ainsi de suite, machin. Et en fonction des fournisseurs de données, on va dire, des fournisseurs d'accès, donc des fournisseurs de données vraiment purs, bien forcément, le volume ne sera pas le même, puisqu'en fait, ça mesure le nombre d'échanges sur telle ou telle plateforme. Là, par exemple, si je vais sur celle de Coinbase, on voit bien que les volumes n'ont pas été les mêmes. Les volumes ont été en hausse, mais on voit bien qu'on n'a pas cette notion d'explosion de volume, d'accord? Parce que là, c'est les échanges qui ont eu lieu sur la plateforme Coinbase. Et donc, si je reviens sur celle de Binance, alors pourquoi s'intéresser à Binance hein, particulièrement? C'est que ici, si on vient sur le classement, on va dire, des exchanges par volume, bien ici, là, on est sur les dernières 24 heures, on est à 26 milliards d'échanges sur le Bitcoin. C'est impressionnant, hein. Franchement, c'est vraiment hallucinant. Et ce qui est aussi vraiment scotchant, c'est la différence justement avec les autres. Et donc cette explosion de volume, bah, elle est vraiment vraiment intéressante, hein, parce que comparativement, je crois qu'on n'a pas fait aussi haut, hein. De mémoire. Ah, on en a fait une ici qui est plus haut, non, qui est à peu près pareil. On a fait une ici qui est à peu près pareil en mars 2020. Et c'était sur la grosse bougie baissière qui était là. On avait eu énormément. Ça sent là. C'était une, ouais, bon, ça, c'était une bougie de liquidation, hein, franchement, une bougie de capitulation, on va dire. Clairement, hein. Ici, c'était une bougie de capitulation qui, en fait, derrière a enclenché donc le bull market. Et donc, c'est ici la dernière fois qu'on a eu autant d'échanges sur le Bitcoin, on va dire, sur une même période donnée. Alors, ce qui est d'autant plus intéressant ici, c'est qu'on fait une construction technique qui est très intéressante et que je vais donc matérialiser présentement, puisqu'en fait, ici, on est sur la formation d'un double bottom. Le double bottom, en fait, se matérialise, donc c'est une figure de retournement. Donc ça, c'est pour ça aussi que c'est vraiment très intéressant. C'est que c'est une figure de retournement très, très connue déjà. Et surtout qui a le mérite d'être très facile en fait à visualiser et à trader. En l'occurrence, ici, on va matérialiser. Non, j'ai pas envie de le faire comme ça. J'ai envie de le faire ça. J'ai envie de faire ça bien. Hop, on va le matérialiser comme ceci. Une, une figure de retournement donc sous forme de double bottom en fait se matérialise comme ceci. En fait, l'idée c'est de matérialiser, on appelle ça un W bottom, tout simplement parce que ça forme la forme d'un W. Donc en fait, on a une première impulsion baissière qui revient, qui nous donne un point haut. On a une deuxième impulsion baissière qui nous donne un point bas égal à la précédente, hein. Et ici, si on prend les niveaux en clôture, on est bien revenu donc au même niveau. Et ici, on doit avoir, pour valider, on va dire, un signal qui nous donne les premiers signes en fait qu'on peut être potentiellement dans un double bottom, eh bien, c'est de repartir ici donc avec une bougie accélératrice idéalement des volumes. Donc là, bah, on a justement l'explosion de volume dont je vous parlais hein, ici.
Et ensuite, la suite de cette figure, hein, si elle se matérialise correctement, j'aurais pas dû le prendre de là, j'aurais dû le prendre d'ici parce que je vais avoir besoin de tout cet espace-là. Hop. Donc là, le plus bas. Donc là, on a le V bottom. Ici, on a le W bottom, donc le double bottom. On revient ici sur cette ligne qui, en fait, dans cette figure, s'appelle une ligne de coup. Idéalement, ici, on doit franchir la ligne de coup. La plupart du temps, on fait, faut savoir qu'on est à peu près à 80-90% du temps, ouais, 80-85%, allez, on va dire, où on a un petit pullback en fait qui s'effectue relativement rapidement sur la ligne de coup, et ensuite on va chercher tout simplement, on applique ici ce qu'on appelle un effet de balançoire, qui va nous permettre en fait de reprendre la hauteur entre le ligne de coup, le plus bas du W bottom, donc là en l'occurrence il est ici, et que l'on reporte tout simplement à la cassure. Et si on reporte cette hauteur à la cassure, donc ça c'est l'objectif théorique de cette figure, on revient dans les 30 000, sur les 30 000 dollars, 30 000, 30 300 à quelque chose près, qui correspond à cette zone ici que j'avais tracée déjà précédemment. Donc ici on aurait une figure bien qui serait fondamentalement très très propre, hein, voilà. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors, il y a plusieurs choses ici à faire éventuellement. Alors, pour les traders, on a la possibilité ici d'avoir un point d'entrée sur les 20 000, 20 650, voilà, sur les 20 650 ici, on va se mettre là, ça je vais pas vous encombrer le graphe. Sur les 20 650, on aurait la possibilité d'avoir un point d'entrée. C'est tout simplement ces niveaux-là en fait, hein. C'est tout simplement le pullback en fait sur les mèches qui sont ici, les mèches qui sont là. Tac, dupliquer, yes, merci. Qui sont là, hein, ici, là, vraiment ce niveau-là en fait. L'idée c'est de venir faire un petit pullback rapide, donc technique sur ce niveau-là. Et pour les traders ici, on aurait la possibilité de rentrer avec un ratio de 4 en mettant un stop au dernier plus bas et en allant chercher l'objectif final de la figure, d'accord, donc qui est donc bien la hauteur reportée de la hauteur du W bottom, cette figure de retournement, et on a un ratio de 4,32 ici, qui est vraiment vraiment pas déconnant d'un point de vue trading en journalier. Donc là, on est vraiment sur du swing trading. Qui serait bien relativement intéressant. Alors, autre chose à noter, donc là, bon, j'espère que c'est clair pour vous, hein, cette figure, elle est là, on a vraiment la chance qu'elle soit magnifique en termes de formation, et en plus, cette explosion de volume là qui accompagne cette reprise de tendance haussière est vraiment, enfin, cette reprise de tendance haussière, on va dire, cette première impulsion, on va dire, qui valide en fait cette notion de retour vers ligne de coup, qui validerait le W bottom, et ensuite on le validerait en cassure ici, idéalement pareil avec des volumes, alors peut-être pas des volumes aussi importants que cela, hein, parce qu'on voit bien qu'ils sont clairement ils sont historiques, hein, ils sont historiques, donc peut-être pas aussi importants, mais une petite augmentation de volume quand même. Hop, la cassure, un pullback propre technique, et ici on aurait la possibilité soit de faire un renfort, soit de rentrer pour la première fois si ici on estime que c'est trop fragile, voilà, tout simplement. Donc, bien cette figure, je la trouve vraiment très intéressante. On a eu vraiment un beau mouvement hier. Alors, dans un deuxième temps, j'aimerais vous montrer autre chose qui va dans la continuité finalement de cette analyse, hein. Donc ici, est-ce qu'on est potentiellement dans un retournement de tendance? J'ai envie de dire oui, hein. D'accord? Potentiellement, oui. Potentiellement, oui. Après, bien entendu, vous voyez que ici, je l'ai volontairement tracé relativement proportionné, hein, cette figure de retournement. Elle est, dans le temps, on voit bien que ça pourrait très bien ressembler à ça, hein. On arriverait ici, en fait, on serait plus qu'à 1 an et demi du prochain halving. Et cette date est relativement importante, hein, pour ceux qui ont regardé la vidéo que j'ai fait dessus, hein. Il y a le lien dans la description. Bah, ça va être des dates qui vont commencer à être importantes. Alors potentiellement, est-ce qu'on peut repartir à la hausse maintenant? Moi honnêtement, je dis oui. Par contre, potentiellement, est-ce qu'on peut malgré tout effectuer l'objectif de cette figure et revenir tester et venir faire vraiment la dernière jambe baissière qui nous ramènerait à 12 000, puisque moi ça c'est vraiment
le niveau bas en fait, qui s'il était effectué, s'effectuerait pour moi à une vitesse, relativement spectaculaire et serait vraiment à ne pas louper, bah, potentiellement j'ai envie de dire oui, hein. Comme d'hab, de toute façon, c'est toujours le marché qui décide, hein, ça on est bien d'accord là-dessus. Donc, donc voilà. Ici, Ici, il faut quand même toujours bien garder ça en tête, hein. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut potentiellement aller chercher des objectifs à la hausse? Oui, ça c'est une certitude, hein. Ici, on a une très belle formation en tout cas. Et là, après, derrière, donc la zone de neutralité, hein, du prix sur ces 2 dernières années, on est d'accord que ici, c'est flagrant, c'est vraiment les 30 000. Donc le niveau à s'affranchir, c'est vraiment les 30 000. Ici, on va dire, on a un premier top départ possible. Et ce qui validerait vraiment la reprise officielle d'un bull run, c'est la clôture au-dessus des 30 000 sur le BTC. Ici, si on n'arrivait pas à s'en affranchir, qu'on venait faire rapidement cet effondrement-là, hein, donc là, clairement, pour faire ça, on vous vendrait carrément la fin du Bitcoin et ainsi de suite. Bon, bref, ce serait des infos totalement cataclysmiques pour réussir à venir faire ce niveau-là. Donc voilà. Donc sincèrement, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a autre chose que j'aimerais vous montrer parce que forcément, moi vendredi, j'ai tradé le Nasdaq. Vous savez que je trade le. Désolé, hein, je prends mon temps aujourd'hui, c'est le week-end, c'est samedi matin. Vous savez que je trade les marchés traditionnels et donc bien principalement le Nasdaq l'après-midi et puis le DAX le matin. Et, Et c'est vrai qu'on a eu une journée relativement spectaculaire vendredi et c'est marrant de voir comme au final on a eu cette notion de corrélation. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu aller voir, je vais passer sur l'autre écran, j'ai voulu un petit peu aller voir où on en était. Vous savez qu'on avait cette espèce de corrélation entre le Nasdaq et le Bitcoin pendant la baisse. Là, c'est vraiment pendant la dernière baisse qu'on en a le plus parlé, mais en fait fondamentalement elle a un petit peu toujours existé. Alors ce qui est intéressant ici de voir, c'est cette notion. Alors là, en fait, ce que vous avez sous les yeux, c'est la représentation graphique à la fois du Nasdaq, donc que vous avez ici, d'accord? Donc ça, c'est les variations du Nasdaq qui représentent juste les 100 plus grosses capitalisations des valeurs technologiques aux US, hein, d'accord? Donc toutes les GAFA et ainsi de suite. Et ce que vous avez ici, donc en bleu et gris, en fait, eh bien, c'est le cours du Bitcoin comparativement au Nasdaq. Donc c'est pour ça que les valeurs ici ne sont pas en prix, elles sont en pourcentage en fait. Ça veut dire que ici, si on repart en fait de la chute Covid, si on repart de la chute Covid ici, voilà, eh bien ici on se retrouve avec un Nasdaq donc, qui est donc à 96%, hein, à quelque chose près, d'accord? Quand on a un Bitcoin qui est à 450%. C'est-à-dire que là, vous faisiez une performance euh, de 350% supplémentaire sur le même laps de temps si vous investissez la même somme. C'est quand même assez spectaculaire. Mais ce qui est intéressant ici, en fait, c'est que quand on regarde, on va reprendre toute la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire toute la partie descente, celle où justement on a relevé cette espèce de corrélation, euh, c'est vraiment intéressant. Alors forcément, on est sur deux volumes totalement différents. Pourquoi? Ben, parce que le Nasdaq est déjà un marché bien, qui est déjà beaucoup plus pricé, on va dire. Il y a déjà beaucoup plus de personnes, on va dire, qui tradent le Nasdaq. Il y a beaucoup plus de volume de liquidité sur le Nasdaq que sur le Bitcoin. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a ces mouvements de marché qui sont jeunes, en fait, parce que bien, quand on injecte des liquidités relativement importantes, ça crée des variations beaucoup plus importantes. C'est logique. Donc voilà. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est que dans cette descente, on voit bien que le Bitcoin, en fait, était vraiment corrélé au Nasdaq. Donc là, chaque bougie représente une semaine de cotation, hein. Alors je suis désolé, il y a tellement d'écart entre le Bitcoin et le Nasdaq que ça crée vraiment des petites bougies sur le Nasdaq et des grandes sur le Bitcoin, mais bon, on va quand même s'appuyer là-dessus. Et ici, c'est intéressant de voir que quand on a les mouvements de baisse sur le Nasdaq, on a les mouvements de baisse sur le Bitcoin, alors forcément beaucoup plus importantes, hein, c'est logique. Ici, on a, vous voyez, par exemple, là, on a une petite bougie qui remonte, bien hop, le Bitcoin en fait autant, on rebaisse, on remonte sur le Nasdaq, on recrée ce mouvement haussier. Ici, on refait ce mouvement baissier, on refait ce petit mouvement haussier. Le Bitcoin suit, hein, ici, clairement, il suit toujours à sa volatilité, mais en soi, on suit quand même vraiment bien. Là, on a la chute ici, mais qui a été beaucoup plus importante sur le Bitcoin, c'est logique. Et là, c'est vraiment intéressant de voir que toute cette remontée sur le Nasdaq qu'on a fait, donc ça, c'est toute la période juillet-août, hein,
la période estivale, là où on a fait de belles remontées sur le Nasdaq, on a fait les mêmes sur le Bitcoin, on revient. Et là, bah, en fait, ces 2 bougies-là, elles coïncident, hein. C'est-à-dire que là, ici, en hebdo, elle a pas l'air très, très grosse comme ça, mais sur le Nasdaq, je vous garantis que pour avoir vécu la journée de vendredi, elle était déjà belle cette journée, cette bougie. Et donc là, en hebdomadaire, ici, on est gentiment en train de retourner, c'est-à-dire qu'on reclôture au-dessus du niveau d'ouverture de la semaine dernière, donc ce qui est naturellement un premier signal haussier, hein, signal de retournement. Et là, c'est intéressant justement de voir que le Bitcoin nous fait une très belle, par contre, c'est vraiment ce qu'elle nous fait une englobante, hein, c'est-à-dire qu'on est venu casser le plus bas de la semaine précédente, on est venu là, on n'a pas réussi et on vient clôturer au-dessus, hein. Donc là, on vient englober l'intégralité de cette bougie-là, on la mange totalement pour au final refinir, clôturer, pardon, pour clôturer haussier. Donc c'est déjà, c'est vraiment très très beau d'un point de vue technique. Et donc, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que donc on a bah, cette formation, comme je vous ai montré, en double bottom ici, et c'est intéressant de l'avoir avec justement cet appui du Nasdaq qui en fait littéralement autant. Donc ici, c'est vraiment sympa. Et donc, cette histoire de corrélation, on voit bien qu'elle est pas toute jeune, hein, finalement. On voit bien qu'ici, quand on a craqué là, on a craqué là. Enfin bref. Et donc, bah, objectivement, hein, c'est pas parce que voilà les événements passés ne présagent pas de l'avenir, hein, ça c'est un adage connu sur les marchés, mais bon, il s'avère que c'est quand même assez souvent vrai, hein, finalement. Et donc ici, c'est vrai que si on devait continuer à être corrélé, on va dire, au Nasdaq sur le Bitcoin, bah, je peux vous assurer qu'on a de beaux jours à venir, hein. Pourquoi? Parce que, bah, comme je vous ai dit, le Nasdaq, c'est quand même les 100 plus grosses technologies aux US. Donc, forcément, si on se lie à ça, derrière, on sait très bien que ça, c'est un marché croissant, extrêmement croissant, hein, d'accord? Les valeurs technologiques, c'est extrêmement croissant. Après, on peut se poser la question, mais finalement, pourquoi ils sont corrélés? Bah, c'est assez logique, hein, parce que bien déjà, le Nasdaq est le marché le plus volatile, hein, sur les indices américains. Donc, enfin, en termes de nervosité, hein. En termes de nervosité, c'est vraiment le plus agressif. C'est logique, hein, puisque bah, il est spéculatif, hein. Il faut imaginer qu'il y a énormément de sociétés qui ne créent même pas de bénéfices qui sont cotées là-dedans, hein. Quand on voit les valorisations de Tesla, par exemple, et ainsi de suite, c'est totalement, c'est totalement spéculatif, hein. C'est vraiment, voilà. Et après, derrière, il y a aussi cette notion qui est de dire ce sont aussi les valeurs technologiques qui vont très probablement le plus employer tout ce qui va tourner autour de la blockchain, hein. C'est logique puisqu'on est on est déjà dans le numérique, on est déjà dans l'informatique très sérieusement implanté. Et donc c'est eux les premiers qui vont utiliser ces réseaux-là. Et donc au final, ben, quand le Nasdaq repart en hausse et ainsi de suite, c'est que ben, on a des signaux positifs. Ça veut dire que après techniquement les entreprises sont là pour bien augmenter leur chiffre d'affaires, augmenter leurs bénéfices et donc avec des pouvoirs d'investissement qui seraient plus importants. Donc c'est logique que s'ils peuvent investir plus, que ce soit dans la recherche ou dans les applications immédiates, bien c'est évident qu'on va tirer des technologies comme la blockchain vers le haut ben, d'un commun accord. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça. Et puis ça reste deux marchés qui sont malgré tout relativement jeunes, hein. Le Nasdaq est par exemple très très jeune par rapport au Dow Jones. Donc voilà. Mais ici, on voit bien que le Bitcoin est encore plus jeune puisque bah voilà, c'est le cheval fou. Alors le Nasdaq, c'est déjà le cheval fou. Bah alors le Bitcoin, enfin il s'appelle comme ça en fait, et enfin on l'appelle comme ça, et le Bitcoin, c'est carrément le cheval totalement timbré, hein, si on compare voilà le volume et la volatilité, c'est complètement ça. Donc voilà, donc ici je trouve que c'était vraiment quelque chose de très intéressant de remarquer cette synchronicité. C'est vraiment très encourageant en tout cas pour la suite sur un niveau bien qu'on sait totalement bah, important, hein. C'est-à-dire que là, le niveau des 20 000, donc on l'a testé une fois, deux fois, trois fois. Quatrième fois, on passe sous les 20 000, on vient faire ça, on répond de suite avec des volumes, on ramène des acheteurs, on envoie du lourd, on fait des configurations techniques qui commencent à se dessiner relativement bien et qui sont plutôt cool. Donc là, voilà. Bon, écoutez, moi, c'était vraiment ça que je voulais vous montrer. Je trouve ça intéressant en fait d'étudier cette phase en live et puis bien on verra ce que l'avenir nous réserve, hein. Ce que j'ai zappé, oui, ici, là, par exemple, là, sur la baisse également, là, sur la corrélation entre le Nasdaq
Nasdaq et puis le Bitcoin, c'est cette histoire justement de hausse des taux hein, qu'effectuent actuellement donc les banques centrales et notamment la Banque fédérale pour lutter contre l'inflation, hein. Pour l'instant, aux États-Unis, ils ont été beaucoup plus agressifs qu'en Europe. L'Europe, on est en train de se réveiller. On a eu la hausse des taux là, la dernière à 0,75. Mais bon, ils commencent seulement, alors que les US, ça fait déjà un moment qu'ils sont dessus. Et finalement, bien, cette hausse des taux, en fait, elle est là justement donc pour bien soutenir l'économie, hein. C'est pour ça que le dollar monte en règle générale parce que ce sont des valeurs refuges. Et en fait, ça crée quoi? Eh bien, ça crée tout simplement le fait que l'économie soit donc un petit peu soutenue par ce biais-là, donc par l'augmentation et ainsi de suite, ça va tout simplement défavoriser les investissements dits risqués, on va dire, les valeurs à risque, donc les valeurs hyper croissantes et ainsi de suite, type le Nasdaq. C'est pour ça que le Nasdaq a beaucoup corrigé en fait, hein, c'est tout simplement ça, parce que ils sont obligés en fait pour avancer de s'endetter, ils s'endettent énormément hein, pour pouvoir bien justement faire tout ce qui est recherche et ainsi de suite. Donc si l'argent coûte de plus en plus cher, forcément on peut moins s'endetter, on peut moins aller continuer à développer ses produits, ses projets. Et voilà. Et donc finalement, ben, on voit bien qu'au niveau du Bitcoin, on est donc sur un actif naissant et qui est donc ultra risqué, hein. Je veux dire, on sait tous ce qu'il en est. Et donc, bien voilà, donc plus il est risqué, moins ce type de politique monétaire et économique est avantageux pour eux. Donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu ils sont un petit peu dans le même bain, voilà, tout simplement. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo très spontanée vous aura plu. J'ai oublié de préciser, ici on a également un signal technique que j'aime beaucoup sur le RSI, hein, dans la continuité qui vient d'enjoliver, qui vient continuer, on va dire, d'enjoliver ce mouvement et cette figure chartiste, dirons-nous. C'est la cassure franche et donc bien volumétrée euh, du niveau des 50 sur le RSI, donc de sa zone de neutralité, qui ici faisait bien office de résistance, 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 résistance. Ici, on l'a travaillé un peu ardemment, on repasse en dessous, et là, par contre, on vient recasser au-dessus, vraiment avec une bougie de volume et ainsi de suite. Donc ça, c'est voilà, franchissement de la zone de neutralité du RSI, c'est cadeau, c'est fourni avec. Franchement, c'est relativement chouette. J'ai vraiment hâte de voir les jours à venir. Et puis, bien, peut-être, croisons les doigts, hein. Espérons que ce soit les prémices d'un bull market, pourquoi pas. C'est voilà, en tout cas, c'est les premiers signes, hein. C'est forcément encore fragile, hein. Maintenant, bon, forcément, si on attend d'être rendu à 50 000 pour vous dire, bon, bah ça y est, c'est bon, on est en bull market, bon, bah je vois pas trop l'intérêt de se mettre à acheter à 50 000, quoi. Hein. Oui, c'est sûr, on aura raison, on est en bull market, mais bon, c'est peut-être un petit peu trop facile en tout cas. Voilà, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à liker les vidéos, moi ça me fait plaisir et puis surtout ça aide au référencement. Et puis bah voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt parce que forcément on a eu d'autres signaux hein, qui se sont déclenchés sur d'autres crypto-monnaies qu'on va donc bien entendu se faire une joie de rentrer en portefeuille. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end à tous. À bientôt les amis.